Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch et qui résume et analyse tous les shows de la WWE. Je suis Giscal et je vous retrouve aujourd'hui pour le Catch Up Express du Monday Night Raw du 21 avril 2025 en direct de Las Vegas dans le Nevada dans la T-Mobile Arena. Ça y est, WrestleMania est passé. Le plus grand week-end de catch de l'année est derrière nous. On se tourne vers la nouvelle saison. D'ores et déjà, je suis sûr, mais si vous ne l'avez pas fait, faites pause et précipitez-vous sur le magnifique podcast qui résume la nuit 1 et la nuit 2 de WrestleMania, qui est disponible sur toutes nos plateformes, réalisé par nos bons et fidèles Ringside et Raphaël hier. Ils reviennent également sur NXT Stand and Deliver, 2h45 de plaisir. Donc ne vous privez pas de ça juste avant de basculer sur ce nouveau Monday Night Raw. Petit instant auto-promo d'ailleurs, si vous nous écoutez et vous nous regardez sur notre chaîne YouTube, pareil, petite pause et prenez le temps de cliquer sur la cloche, activez les notifications et abonnez-vous. C'est important pour vous, pour ne louper évidemment aucun épisode. Et puis un petit pouce vers le haut pour le référencement, ça c'est pour nous, ça nous fait très plaisir. En description, le lien vers le Discord, évidemment. Venez discuter avec nous de tout, de catch essentiellement, mais de tout et n'importe quoi. Et ça vous permettra aussi de venir féliciter Sully Perfect Theme. Big up à lui qui remporte donc notre concours de pronostics avec une session absolument magistrale à WrestleMania 41. Il est le champion incontesté de cette session et donc venez nombreux lui contester sa couronne puisque le prochain concours commencera dès le prochain pay-per-view avec l'épisode 1 de cette nouvelle saison à Backlash dans le Missouri. Et on va en parler justement parce que ce soir, au programme du Catch-Up Express du Monday Night Raw du 21 avril 2025, c'est l'Euro après WrestleMania. On va revenir sur les 4 moments chauds de l'émission, le heel turn de John Cena, évidemment, et ce 17e titre de champion du monde, le record, le GOAT autoproclamé qui est venu nous apprendre la vie. On va également parler des femmes et de la scène féminine mondiale en pleine ébullition avec une invasion qui nous rappelle les plus grandes heures de la scène de la division féminine. On a également du grabuge autour du titre intercontinental, autour des nouvelles hanches de Dominic Mysterio. Et on reviendra sur le séisme du main event, cette nouvelle faction, ces nouveaux Paul et Men Guys. Je n'en dis pas plus, on rentre immédiatement dans le vif du sujet avec ce qui a ouvert l'émission et donc le segment de John Cena. John Cena, petit tentron tout noir, ceinture tournée dans le dos. Il arrive, et il a gagné. Il nous a prouvé qu'il avait raison. Il était là pour ruiner le catch. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Voilà, vous voyez comment on gagne. Hein. Donc, c'est la leçon de vie de John Cena après 20 ans au service des foules. Il nous a montré finalement ce qui comptait vraiment. Hein. C'était juste de gagner. Et puis, maintenant, son objectif, c'est de finir son farewell tour en tant que champion et de partir avec cette ceinture et de partir avec, tout simplement. Voilà, c'est ce qui nous met un petit peu sous le nez, cet enjeu. Qui est que vous pourrez créer une nouvelle ceinture. Vous avez l'habitude, vous l'avez fait 10 fois par le passé. Après moi, le chaos, hein, vous ferez bien ce que vous voudrez, mais en tout cas, moi, je partirai en tant que dernier vrai champion avec cette ceinture. Et c'est terminé. D'ailleurs, il nous montre sur le Titantron qu'il avait prévu d'apparaître 36 fois à la WWE, 36 dates qui apparaissent sur son Titantron là, toujours avec ce fond, on a l'impression d'un document Microsoft Word un peu des années 90 là. C'est vrai que ce côté très très épuré par rapport à l'historique flamboyant coloré de John Cena est plutôt assez bien trouvé. Donc on a sur le Titantron le chiffre 36 avec le mot dates qui paraît en blanc sur fond noir. Et donc il dit, John Cena, il était revenu pour son farewell tour pour faire 36 dates. Attention, pas 36 matchs, 36 dates, c'est important. Regardez, il a besoin que de faire ça en fait pour rester champion. Il a juste à apparaître et c'est tout. Et donc, en comptant Glasgow, Bruxelles, l'Elimination Chamber à Toronto, WrestleMania, etc., il les égrène. Il dit, il en reste plus que 27. Voilà, jusqu'à la fin de l'année, il n'en restera donc plus que 27. Donc profitez-en bien et surtout, time is ticking. Voilà, hein, l'horloge tourne.
Le compteur a démarré. Si vous voulez me prendre la ceinture, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais de toute façon, vous n'y arriverez pas. Enfin bref. Promo de heel de John Cena qui se termine sur une petite apparition derrière lui sous les frémissements de la foule. De qui? De Randy Orton qui arrive et qui lui place un RKO, non sans avoir déclenché une petite hilarité de côté de votre serviteur parce que juste avant de se prendre le RKO, donc John Cena se retourne, voit les yeux convulsés là, de Randy Orton et lâche un shit au micro juste avant de se prendre le RKO, donc assez drôle. Randy Orton qui ramasse la ceinture, qui pose. Le match est posé. On sait que Backlash est dans le Missouri dans quelques semaines. Randy Orton est du Missouri et de St. Louis dans le Missouri, plus précisément là où aura lieu le pay-per-view. Écoutez, ma foi, comme j'ai pu le dire sur le Discord à certains, moi je suis évidemment absolument pas fan de ce heel turn sur le fond. Globalement, même sur la forme, je suis pas du tout convaincu. Je pense qu'il y avait beaucoup d'autres choses à faire. Quitte à y aller, allons-y franco. Et c'est vrai que ce heel turn un peu low cost de je fais le strict minimum, je fais des matchs de merde, le finish de WrestleMania. Bref, je reviendrai pas dessus. Ce sera sans doute l'occasion de faire un podcast dédié à ce match de WrestleMania. Mais en tout cas, on va pas lui enlever quelque chose. C'est que cette semaine, bon, déjà, il a fait du bon travail de heel. C'était assez frustrant pour la foule. Voilà, ça donne envie de le voir perdre sa ceinture. Et puis, il y a ce côté un peu en jeu. Ce que je caractérise un petit peu de mauvais films d'action, un petit peu de nanar là, les films à la Statham, à la Bruce Willis là où bah, en fait on a l'impression voilà avec ce compte à rebours qu'il a matérialisé sous nos yeux avec ses 27 dates, c'est vrai qu'ils rendent finalement aussi l'enjeu très concret. C'est bah voilà, maintenant il y a on a un peu comme dans un film d'action, il faut couper le bon fil de la bombe avant qu'elle n'explose. Bon bah là voilà, vous avez plus que 27 occasions d'attraper John par le col et de lui faire ravaler ses paroles et lui prendre la ceinture. C'est ce que en tout cas Randy Orton a commencé à faire. Et il y a fort à parier que voilà, cette tension se construise petit à petit tout au long de l'année, qu'on le voit défier un petit peu tous ces grands rivaux du passé. Donc là, on va commencer par Randy Orton, qui est parfait fondamentalement pour vraiment s'assurer que John Cena soit sifflé, ce qui est pour l'instant loin d'être le cas. Euh, Puis il affrontera sans doute CM Punk comme Money in the Bank, et puis il y aura peut-être peut-être du Kevin Owens quand il sera revenu de blessure, et peut-être du Roman Reigns, peut-être, enfin bref, il y a beaucoup de dream match possibles avec les alignements inversés, avec sans doute une défaite, voilà, qui arrivera plutôt en fin d'année. Je pense que c'est ce qu'on essaye un petit peu de nous mettre en place, et pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, de mon côté, c'était un peu mieux que les semaines précédentes, clairement. Allez, deuxième gros topic de ce show, de ce Raw post-WrestleMania, c'est la scène féminine. Scène féminine en ébullition totale. Io Sky, comme vous le savez tous évidemment, a conservé pour le plus grand bonheur de Ringside, et de quand même, on va pas se mentir, pas mal de fans de catch, a conservé sa ceinture à WrestleMania face à Rhea Ripley. Et Bianca Belair, elle était venue cette semaine poser. Exercice de style, on a décidé de lui donner le micro. Ouais, ok. Bon, dans un anglais forcément un petit peu hésitant, mais quand même assez attendrissant. Voilà, elle dit que c'est la meilleure, qu'elle est super fière, que maintenant bah, elle attend un petit peu son prochain challenge en quelque sorte. Et alors là, contre toute attente, une musique retentit, une musique que les suiveurs les plus réguliers de la WWE, en tout cas ceux qui regardent NXT connaissent bien, mais peut-être que le grand public connaissait moins. C'est la musique de Stephanie Vaquer, la championne NXT, la chilienne, si je ne dis pas de bêtises. La Primera de NXT qui arrive et qui défie au micro Io Sky, qui dit bah voilà, je me présente pour ceux qui me connaissent pas. Donc c'est vrai qu'on a dans le ring deux anglais un petit peu balbutiants. Bon, Stéphanie s'en sort quand même nettement mieux, clairement. Se présente, je suis la championne de NXT, moi je suis la meilleure, j'aime me battre contre les meilleurs, je suis la meilleure, je suis la Primera à NXT. Justement, tu dis que tu es la meilleure. Bon, voilà, le côté un peu champion versus champion assez classique, donc elle se toise un petit peu du regard. Elles se disent qu'un match entre les deux serait peut-être intéressant. Et nous avons Io Sky qui relève le défi, et là, paf, c'est le match. Alors là, on est sur du typique, Raw post-WrestleMania. On introduit des nouvelles têtes. Et on en profite pour mettre des potentiels dream match là de fans un peu plus hardcore sur la carte. Et donc bah, clairement c'est le cas avec Io Sky et Stephanie Vaquer qui nous envoient un match
Écoutez, ma foi, voilà, pour le profane de catch féminin que je suis, j'ai trouvé super divertissant, vraiment assez stiff, très technique, très très rapide. Euh, Match très sympa. Et là aussi, ce qui devait arriver arriva. Donc, pas de victoire. On n'allait pas non plus faire perdre Yoskai juste après. C'est impossible. Faire perdre Stéphanie, ça aurait été quand même dommage. Et donc, on a une intervention pour disqualification, mais une intervention de qui? Pas de n'importe qui, puisque c'est Roxane Perez de Prodigy qui arrive et qui intervient, qui disqualifie. Enfin, disqualification, peu importe, on va dire no contest en tout cas, entre les deux femmes, peu importe vraiment le résultat, c'était pas l'essentiel. Et, euh, et sauf qu'elle n'arrive pas toute seule, puisque Roxane Perez donc, arrive, mais Julia aussi de NXT arrive. Donc évidemment, on sait qu'il y a beaucoup de bisbilles entre ces trois femmes autour du titre NXT. Mais le fait de faire ça sur les écrans de Raw, alors certes, sert la promo d'NXT, mais quand même loin d'être neutre. Hein. Donc on a quasiment une invasion là de la division féminine d'NXT. Donc Roxane Perez, Julia, Rhea Ripley arrive aussi pour faire le sauvetage. Sur Yoskai qui commençait à en prendre plein la carafe et Stéphanie aussi. Et nous avons donc Rhea Ripley qui fait un petit peu place nette. Et donc, voilà, ce segment qui se termine avec Julia qui clairement toise Rhea Ripley du regard et finalement décide de ne pas l'affronter, hein, et de sortir du ring. Bon, beaucoup de choses qui ont pu être teasées, évidemment. Les prochaines défenses de titre d'NXT qui arrivent très vite. Mais voilà, hein, on a eu voilà, Vaquer et Yoskai qui ont eu un match ensemble, Perez qui s'est forcément introduit dans le mix, Julia et Ripley, gros match potentiel aussi futur. Bon, là on est dans l'ambiance Raw post-WrestleMania, le gros shuffle, les nouvelles têtes qui arrivent, une scène qui se reboot totalement. Écoutez, ma foi, j'ai trouvé ça super excitant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais très clairement, si la scène féminine du main roster se densifie avec les talents de NXT là, qui montent prochainement, on est au-devant de quelques mois de plaisir et quelques années, hein, de plaisir, pas piqué des hannetons. Troisième gros morceau de cette émission qui a été extrêmement dense, c'est la scène intercontinentale avec Dominic Mysterio, le nouveau champion intercontinental qui a vaincu Finn Balor, Penta et Braun Breaker, le champion dans un Fatal 4-Way que j'ai beaucoup apprécié à la nuit 2 de WrestleMania. Très 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 sympa. Donc Dominic Mysterio qui a été félicité backstage dans la clubhouse par évidemment tous les membres du Judgment Day, sauf Finn Balor, hein, qui, voilà, la tension. Et puis finalement, Liv Morgan qui essaie de désamorcer un peu la situation. Arrête, la ceinture, elle est autour des reins de Dominique, mais elle est surtout au Judgment Day, tu devrais être content, nanana. Bon, Finn Balor qui finit par craquer un petit sourire, qui dit, ouais, allez, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Allez, on est poteau, c'est cool, bravo. Et puis, il faut pas que tu oublies que ce soir, en plus, tu vas la redéfendre contre Penta en 1 contre 1. Donc, allez, va te préparer. Mais on sent que, ouais, hein, il y a beaucoup de frustration quand même de Finn Balor qui ne quitte pas des yeux la ceinture, hein, quand il dit tout ça. On sent qu'il est, bon, il y a toujours quelque chose qui couve, hein, très clairement. C'est pas très clair. Et donc, comme je l'ai dit, match entre Dominic Mysterio et Penta ce soir en 1v1 pour le titre intercontinental immédiatement. Et ce qui devait arriver là aussi arriva, et non pas un changement de titre. Non, Dominic Mysterio garde sa ceinture grâce au Judgment Day qui intervient dans le match et surtout grâce à qui? Grâce au retour de JD McDonough. Ça y est, il est de retour après plusieurs mois, hein. Ça faisait un petit moment qu'on ne le voyait plus, je ne sais plus exactement, peut-être que certains pourront me rafraîchir la mémoire, mais ça faisait quand même un bon moment qu'on ne l'avait plus vu, le bon JD McDonough qui arrive et qui réussit donc à offrir sur un plateau la victoire à Dominic Mysterio, après un petit chaos. Carlito était évidemment impliqué, Finn Balor aussi, mais toujours un petit peu en retrait de tout ça. Et donc, voilà, on continue avec une belle victoire de prestige. On garde Penta quand même fort, hein, sur cette scène intercontinentale. On sent qu'il va continuer à jouer un rôle très clairement autour du Judgment Day. Le retour de JD qui met une jolie petite, petite flèche dans le carquois du Judgment Day supplémentaire. Et Finn Balor, toujours tapis dans l'ombre, qui sans doute attend son moment.
Tout ça est, comme avant WrestleMania, toujours aussi réjouissant et continuera, je pense, de l'être dans les prochaines semaines à Monday Night Raw. On va faire une pause avant d'aborder le quatrième morceau. Et quel morceau, quatrième segment, avec le désormais traditionnel rapid fire de tout ce qui s'est passé à Monday Night Raw. Et ça va sans doute pas rendre justice à certains segments parce qu'il y a eu beaucoup de choses. C'était un vrai gros Raw post-WrestleMania. Mais on est obligé d'aller un petit peu vite. Alors, Becky Lynch et Lyra Valkyria ont à nouveau défendu leur titre tag team contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Changement de titre, nouvelle championne, victoire du Judgment Day. Et juste après le match, et ben voilà, ce qu'on sentait peut-être arriver, en tout cas ce que certains peut-être sentaient arriver, le heel turn de Becky Lynch qui fracasse Lyra Valkyria juste après leur défaite en tag team. Heel turn de The Man juste après être arrivé. Ok, pourquoi pas? Allez, on va voir. Et en tout cas, probable programme intercontinental entre les deux femmes. Ce qui est sûr, c'est que Becky Lynch, dans la scène intercontinentale féminine, dans la mid-card féminine, ça va élever très clairement le programme et le titre. Et donc ça, c'est extrêmement positif. Maintenant, on pourra se poser des questions sur l'opportunité de ce heel turn, du retour à WrestleMania, de ce qui a pu se passer avec Bayley. Bon, ça, c'est un autre sujet. Rousseff, ben oui, Rousseff est de retour. Rousseff est de retour à la WWE après 4-5 ans d'absence et un petit trip à l'AEW. Il est arrivé, il a interrompu un match entre les New Day qui se sont au micro autoproclamés plus grande équipe de tous les temps qui attendait un nouveau challenger. Ils ont été interrompus par la Alpha Academy qui leur a demandé un match. Ouais, d'accord. Mais bon, Rousseff est arrivé là-dedans. Il a démoli tout le monde. Et puis le revoilà. Revoilà Rousseff. On n'en sait pas beaucoup plus sur qu'est-ce qui va se passer pour Rousseff, mais il est de retour. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu le titre World Heavyweight Championship. Bah ouais, c'est dans le rapid fire, mais on peut pas parler de tout. Jey Uso qui est venu célébrer son sacre. Magnifique scène de liesse. Voilà. Petite promo assez émouvante, post premier titre pour WrestleMania dans la liesse populaire. Premier titre pour WrestleMania, pour Jey Uso à WrestleMania dans la liesse populaire. Bon, voilà. Et puis il a été évidemment interrompu par. Non, pas si évident que ça. Retour de Sami Zayn. Et oui, Sami Zayn qui est revenu congratuler Jey Uso. Il disait bah ouais, c'était super frustrant pour moi de pas être à tes côtés à WrestleMania, mais je voulais être le premier à sortir des coulisses et à te féliciter. C'est magnifique ce que tu as fait. T'es mon ous, machin. Bon, on a les chants Sami Uso, c'est magnifique. Il se lève les bras, il se congratule. Jimmy Uso, évidemment, qui vient évidemment aussi féliciter son frère jumeau. Et donc, voilà, il le porte un peu sur les épaules. Le public est content, ça y est. Pas de tension, pas de heel turn, quoi que ce soit. Il y en a déjà eu un petit paquet quand même là dernièrement. Mais voilà, on le voit quand même un peu tous venir, ce programme Sami Zayn, Jey Uso. La suite, en tout cas, au prochain Raw, pas plus de dénouement cette semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? AJ Styles qui a interagi avec Karrion Kross qui est venu engueuler AJ Styles d'avoir perdu contre Logan Paul, d'avoir refusé de tricher et d'avoir refusé de sauver le catch. Donc bon, peut-être aussi un petit programme qui va intervenir entre les deux. Mais AJ Styles, lui, il dit bah non, mais j'en ai rien à foutre de tes histoires et de tes tripes là. Je refuse. Moi, je veux le faire à ma manière. Bon bref, voilà, sans doute une petite tension et un programme de mid-card entre les deux hommes. Et enfin, peut-être pour boucler cette boucle, Gunther, ultra frustré évidemment de sa défaite, qui est venu faire une promo. Et il a totalement pété un câble puisqu'il en est venu aux mains avec les commentateurs, qu'il a commencé à provoquer. Michael Cole qui l'a poussé, qu'il a essayé de l'étrangler, il l'a jeté sur le côté. Pat McAfee qui a essayé de défendre son collègue de commentateur, de commentaires et qui lui aussi s'est fait étrangler. Mais alors là, pour le coup, pour de bon, il est devenu tout violet, le pauvre Pat McAfee, sous les vivas de la foule, puisque c'est vrai que Pat McAfee a peut-être pas la cote de popularité auprès des Smart la plus haute. Mais donc voilà, sous les vivas de la foule, Pat McAfee qui se fait rear naked choke, les agents, la sécurité, Adam Pearce qui essaye de faire relâcher la prise mais sans succès et finalement il le laisse quasiment pour mort par terre. Donc Gunther versus Pat McAfee, on ne sait pas, une feude en vue. En tout cas, voilà, on a gardé le Gunther très chaud. Tout en ne dévoilant pas forcément son prochain adversaire tout de suite. Voilà, frustré le Gunther, mais tout de suite remis très très over auprès du public et monstrueux.
Bon boulot. Bon boulot. J'ai beaucoup apprécié ce segment aussi. Allez, on revient sur le quatrième segment que je voulais traiter avec vous. C'est le main event et c'est la promo de Seth freaking Rollins qui est venu se targuer, évidemment, du choc, peut-être le plus gros choc de ce WrestleMania, peut-être le moment marquant de ces 2 nuits de WrestleMania, cette victoire lors du triple threat de la nuit 1 contre Roman Reigns et CM Punk suite à la double trahison de Paul Heyman qui a mis un coup dans les valseuses de CM Punk, un coup dans les valseuses de Roman Reigns et qui a rallié donc l'architecte The Revolutionary Seth freaking Rollins qui donc venait globalement se vanter évidemment de sa victoire, qui a toujours un plan, on a retrouvé, on savait juste avant WrestleMania, on y avait eu le droit à quelques petites allusions de Seth Rollins qui nous avait dit qu'il était toujours là quand il s'agissait de faire ce qui était best for business. Il avait parlé du plan B, de toutes ces allusions de l'époque de son heel turn du Shield quand il avait rejoint l'autorité et Triple H. Et ça y est, voilà, Seth Rollins. Et alors, est-il officiellement du mauvais côté de la force? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il a récupéré Paul Heyman dans son escarcelle. Il a gagné, il a battu les 2 top babyface, Roman Reigns et CM Punk. CM Punk qui d'ailleurs arrive pour la bagarre, il n'est pas content du tout, il arrive pour se venger. Grosse baston, mais Seth Rollins finit par prendre le dessus. Roman Reigns qui arrive à son tour. Qui semble en tout cas arriver pour là clairement mettre Seth Rollins en grosse difficulté. Et c'est à ce moment précis qu'on voit une silhouette noire en hoodie se faufiler dans le ring. On se dit, oula, merde, mince, encore un frangin, encore un cousin Ousso qui arrive. C'est la grande époque Bloodline, mais non. Spear de cet homme inconnu sur Roman Reigns qui se dévoile. C'est Braun Breaker qui donc rallie Paul Heyman et Seth Rollins dans la stupeur générale, un moment un petit peu hors du temps. Braun Breaker qui donc devient de fait un nouveau Paul Heyman guy et nous entrevoyons donc les prémices peut-être d'une nouvelle faction qui va semer la terreur et la domination sur tout Monday Night Raw et sur la WWE de manière générale. Parce que la scène est quand même visuellement très très forte. On a un CM Punk défait au sol, un Roman Reigns défait au sol et debout, au-dessus de leur carcasse fumante, Paul Heyman flanqué de Seth Rollins et Braun Breaker qui reviennent tranquillement, qui remontent la rampe et qui closent le show ainsi en remontant vers le Titantron. Est-ce que nous sommes... Les comparaisons est évidemment depuis ces derniers jours beaucoup été faites. Est-ce que nous sommes face à l'Evolution 2.0 ? C'est vrai que ça nous le rappelle un petit peu. On a vu beaucoup de parallèles entre, même s'il ne catche pas, Paul Heyman dans le rôle du vétéran de Ric Flair, Seth Rollins dans le rôle clairement du mastermind, de l'architecte, du leader de Triple H. On pourrait très facilement aussi faire le parallèle entre Braun Breaker, qui est le muscle un petit peu de la faction Batista, et donc les gens commencent déjà à spéculer, à fantasmer sur un potentiel 4e membre qui serait le Randy Orton 2.0 de cette faction, ou peut-être une femme, pourquoi pas aussi pour varier les plaisirs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça rebat totalement les cartes de la scène du main event de Monday Night Raw. On a du mal à imaginer Seth Rollins ne pas se rediriger très rapidement vers une ceinture, Braun Breaker à ne pas se diriger très très rapidement aussi vers les sommets de la hiérarchie de la WWE. Comment tout ça va se décanter, c'est méga excitant. Et tout ça mis bout à bout, on arrive au top, au flop et à la note de ce show. Mais je pense que sans surprise, vous l'avez compris, on a été face à un énorme Raw post-WrestleMania. Une tradition qui a été galvaudée pendant des années. Il faudrait que vraiment se creuser la tête, je pense, pour revenir à un Raw post-Mania qui a eu autant d'impact que celui-ci. Parce que, écoutez, entre le heel turn de Becky Lynch, le RKO de Orton là, qui lance une rivalité ultra savoureuse avec John Cena, cet angle final absolument monstrueux, le retour de Sami Zayn, le retour de Rusev, Gunther qui part en sucette là, en spirale avec les commentateurs. Il s'est passé vraiment des choses à tous les étages de la carte. Moi, j'ai envie de vous mettre un bon gros 4,5 pour ce Raw. J'ai adoré.
un vrai sentiment de reboot post-Mania, de nouvelles saisons qui se lancent, d'énormément de programmes excitants. J'ai même pas parlé de la scène féminine, mais enfin si, j'en ai parlé plus tôt dans l'émission, mais pas dans mon petit résumé, mais voilà, avec cette invasion d'NXT et tous ces programmes potentiels qui se profilent. Mon top, c'est dur, il y en a eu énormément, mais mon top, écoutez, si je devais choisir, moi c'est très clairement ce main event, ouais, fantastique, cette image de fin et cette faction, c'est tellement de choses excitantes qui se profilent. J'ai trouvé que ça a été parfaitement exécuté visuellement et même très bien amené finalement depuis plusieurs semaines. Le flop, dur. Allez, faisons pas les épices froids. Pas de flop cette semaine. Allez, voilà, pas de flop. Ou allez, si, allez, tiens, pourquoi pas, le New Day. Le New Day un peu éclaté, hein, je trouve, en nouveau champion. Ça profile pas forcément des trucs super excitants. En plus, ils se sont fait rouster par un mec qui revient. Bon, bref, allez. Allez, va pour le flop pour le New Day. Concluons ainsi cette review du Catch-Up Express du 21 avril 2025. Et ben, c'était Giscal. J'espère que vous avez kiffé votre week-end de WrestleMania, que vous allez kiffer cette road to Backlash et cette nouvelle saison qui s'ouvre, que vous avez peut-être trouvé des places pour le Clash at Paris à la Défense là dans quelques mois, le 1er septembre, ou bref à la rentrée prochaine, parce que les billetteries ont été ouvertes et vous pourrez avoir la joie d'y retrouver pas mal de membres de Catch-Up, puisque une petite délégation s'est déjà formée. Bah voilà. Allez, bon, j'arrête là. À toutes et à tous, une bonne semaine pleine de catch et ciao ciao tout le monde.